salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, l'anti-héros au cinéma. Donc c'est certain que j'ai pas pu citer, tu t'en doutes bien dans la vidéo, tous les anti-héros qui existent au cinéma parce qu'il y en aurait un paquet, ça serait juste interminable. Donc j'ai pris quelques exemples comme d'habitude, une vidéo qui est étayée de quelques exemples. Avant de commencer peut-être à savoir c'est quoi un anti-héros, tu vas voir que chaque film j'ai pris un anti-héros différent parce qu'il y a plusieurs qualités d'anti-héros qui existent, que ce soit dans la littérature ou le cinéma. On va définir peut-être c'est quoi le héros. Le héros, plus particulièrement au cinéma, on ne va pas parler de la littérature, mais le héros au cinéma c'est un héros qui a des qualités naturellement morales comme le courage, la sagesse, l'intelligence, une grande habileté dans un ou plusieurs domaines précis, le sens du sacrifice, ça c'est très américain et ça rappelle un petit peu, je te dirais, les films ultra-patriotiques par exemple américains où tu as réellement la quintessence du héros en tant que tel comme je viens d'en parler. Nous on est réellement dans l'anti-héros, donc quelque chose qui est complètement, qui est un héros quand même, qu'on suit en tant que spectateur, auquel nous on va s'identifier, mais qui ne correspond pas à ces valeurs-là, et on va voir, comme je viens de le dire, pour chacun, un anti-héros défini. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu des héros dans le cinéma, et plus particulièrement à la base dans le cinéma américain, qui a été copié par après, je te dirais, par tous les autres types de cinéma dans le monde? Ça a été inventé avec le code Hays. Alors le code Hays, c'est un code qui a existé dans le cinéma américain entre 1934 et 1966. C'est en fait littéralement les maisons de production américaines qui voulaient empêcher une censure de l'État fédéral et qui s'imposaient une autocensure. Terme code Hays. Le code Hays, c'était notamment en fait la censure au niveau du héros pour que en fait tout type de censure pour que le héros corresponde aux valeurs morales du spectateur. Donc ça reprend exactement ce que je viens de dire. Le héros doit avoir tout ce que j'ai cité en début de vidéo, mais en plus de ça, le héros doit avoir une ligne très droite dans sa vie, il doit être fidèle, il doit être engagé, il doit être pur. Et le code Hays protégeait ça. En 1966, ça s'est arrêté pour plus de créativité, mais on voit qu'on est à l'heure actuelle dans l'héritage du code Hays et qu'il y a énormément de films qui sont faits quand même sur le même principe de ce héros pur, sage, avec une ligne bien droite comme je viens de le dire. Pour étayer l'exemple, je vais en parler d'un film plus particulièrement. Je pourrais parler des 3 milliards de films, il y en a plein des films avec des héros, surtout des films qui sont très clichés, qui reprennent comme ça toutes les valeurs du héros avec cette espèce de scénario que moi je déteste en 4 actes, qui est déjà une sorte de scénario fast-food, mais qui existe beaucoup dans le milieu du cinéma et qui rappelle le cliché. Ceci étant dit, il y a beaucoup de gens qui aiment le cliché, j'ai rien contre ça, mais moi je suis plus versé vers l'originalité comme plein d'autres mondes. Donc, on va prendre un exemple, je vais en parler tout de suite. Alors, le film que j'ai choisi pour être le film symptomatique de la représentation du héros au cinéma, mais il y aurait pu y en avoir d'autres, plein d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi Zorro, en 1975 avec Alain Delon, un film de mon enfance que j'ai toujours regardé qui est génial, c'est un super bon film, je l'aime beaucoup. Un film d'ailleurs avec une thématique musicale pas composée par Ennio Morricone, ça aurait pu, mais qui revient beaucoup avec ce héros comme ça en arrière, pas mal incorruptible. C'est un film franco-italien réalisé par Duccio Testari. J'espère que j'ai un bon accent. Non, j'ai pas un bon accent ni en anglais ni en italien, sûrement pas en italien. Avec notamment Alain Delon. Il y avait aussi ce Français qui s'appelait Moustache, c'était son nom de scène, puisque c'est pas son nom réel, Moustache, on s'en doute. Nom de scène pour François Alexandre Galépide, c'était à la fois un acteur et un batteur de jazz quand même très très connu. On retrouvait aussi l'acteur anglo-saxon Stanley Baker et l'actrice notamment Ottavia Piccolo. Le budget du film c'était 1 200 000 $, je l'ai trouvé en dollars, et les revenus à l'international 56 millions de $. C'est un film qui pour moi est réellement l'archétype du héros. On reprend l'histoire de Zorro, que pas mal de monde connaît, qui avait été adapté au cinéma auparavant déjà à multiples reprises, notamment dans les années 40.
Et Alain Delon le personnifie, je trouve, très très bien. L'acteur est très bien choisi, surtout pour ses mimiques faciales qui sont exceptionnelles dans ce film-là. Là, on a réellement le héros. Divisé en deux, c'est pour ça que ça m'intéressait, c'est que Alain Delon, à la base, est un gouverneur dans le film, il incarne un gouverneur, et quand il voit le colonel, je me souviens plus de son nom, il a un nom, le colonel là, mais je m'en souviens plus. Bref, un colonel qui est quand même... qui répand la terreur dans la région, qui corrompt le maximum de personnes qu'il veut. Le gouverneur ne trouve pas ça juste et décide d'inventer ce justicier masqué qui n'est autre que Zorro et qui vient défendre la veuve et l'orphelin, qui vient défendre l'inégalité dans la société et qui vient s'imposer comme un rempart face à ce colonel. Donc là, on est réellement dans le héros. Ce qui est bien, c'est l'ambivalence, puisque le gouverneur est quelqu'un de lâche, et quelqu'un qui a peur de la violence, et quelqu'un qui se cache tout le temps. Donc cette ambivalence entre ce même personnage, ce même acteur qui incarne ce même personnage, qui en fait n'est autre que Zorro, quelqu'un d'excessivement sympathique, et qu'en tant que spectateur, justement, on va complètement s'introduire dans le personnage de Zorro, qui incarne toutes les valeurs morales du spectateur telles qu'on attend qu'il les ait, et même carrément incorruptibles jusqu'à la fin. Donc ça, pour moi, c'est l'archétype du héros. J'aurais pu prendre plein d'autres films, mais j'ai décidé de prendre celui-là pour montrer c'est quoi un héros. Et maintenant, on va voir les différents anti-héros que j'ai pu choisir. C'est ma vidéo, c'est comme ça. Alors, petite parenthèse, avant de parler du premier anti-héros, pardon, justement, c'est là-dessus que je voulais en venir, c'est qu'il y a un seul personnage dans l'histoire du cinéma qui incarne à la fois le vilain et le héros, et j'en avais parlé dans une vidéo précédente, Terminator. Sur la trilogie sur Terminator dont j'avais parlé. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai vu le dernier Terminator, je ne l'avais pas vu à l'époque et j'ai pas du tout apprécié. Bref, parenthèse fermée. Terminator, c'est quand même, dans l'histoire du cinéma, le seul personnage qui joue à la fois un vilain, tel qu'on le connaît, l'archétype même du méchant, froid, et de l'autre côté, un gentil qui, de la même manière, ne se pose pas de questions. Donc, il ne se pose pas dans la vidéo. Ce n'est pas un anti-héros. C'est un héros ou un vilain, et il fait les deux en même temps. Alors, au niveau des anti-héros, je vais commencer avec le héros ordinaire. Le héros ordinaire, sans qualité, qui est très ordinaire, mais qui quand même, de par ses activités, au fur et à mesure de la narration, est le héros d'histoire que l'on suit. Donc, j'aurais pu citer, en allant avec le héros ordinaire / anti-héros, Taxi Driver en 1976 de Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Sybil Shepherd, Jodie Foster, Harvey Keitel, mais où j'aurais pu citer aussi un autre film, ça me permet de les mettre au montage en même temps, mais je vais comprendre, Falling Down en 1999, de Joel Schumacher, je sais pas, avec Schumacher, c'est plus le pilote automobile, avec Michael Douglas, Robert Duvall, Rachel Ticotin, mais j'ai pas cité ces deux films-là qui vont être au montage quelque part parce que là, on tombait plus dans un personnage qui certes est ordinaire à la base, mais on se pose la question à savoir s'il est sociopathe ou psychopathe à un moment donné, tout dépendant du film duquel je parle, c'est-à-dire Falling Down ou Taxi Driver. Et la limite entre le fait d'être sociopathe ou psychopathe est tellement fine qu'il est difficile à dire si le personnage ordinaire, le héros ordinaire, qui est un anti-héros, ne devient pas un vilain à un moment dans l'histoire. Donc ça serait quelque part, vu cette ligne mince et cette difficulté à interpréter le fait que ce soit un héros, un anti-héros plus particulièrement ou un vilain, je ne pouvais pas vraiment en parler dans ce segment-là. Donc j'ai choisi un autre film qui est American Beauty en 1999 de Sam Mendes. American Beauty, pour moi, c'est vraiment l'archétype même de l'anti-héros dont je viens parler, c'est-à-dire quelqu'un d'ordinaire qui se retrouve comme le héros d'une narration. C'est un film qui était avec Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentley, 8.3 sur 10 sur IMDb, c'est quand même assez haut. Budget 15 millions et les recettes 356 millions de dollars. Ça a excessivement bien marché, c'est un très très bon film, c'est un film qui pour moi est réellement parfait au niveau aussi bien de la réalisation que de la scénarisation. J'aime beaucoup aussi la voix off en arrière, la voix narrative du personnage. Spoiler alert, si t'as pas vu le film, coupe là avant que j'en parle, mais du personnage qui justement est mort dès le début de la narration et qui va revenir sur ses derniers jours de vie et qui va expliquer un petit peu c'est quoi les tourments de sa vie. On se pose beaucoup la question à ce niveau-là. Ce qui est très très bien fait dans ce film-là, c'est évidemment la crise de la société, la critique de la société, qui est en crise d'ailleurs, on pourrait dire. La critique de la société qui ne fonctionne pas
telle qu'elle devrait fonctionner par rapport aux valeurs morales de l'être humain, et à ce héros-là qui lui dit avoir les vraies valeurs morales, qui se dit être contre la société, mais à un point et à un moment donné, on se demande si le personnage n'est pas enfoncé dans son égoïsme latent et devient pas lui-même une sorte d'anti-héros, justement. Quelqu'un qui est tellement sûr d'avoir raison, qui décide de ne pas s'intégrer à sa famille et de s'intégrer avec les autres qui, eux, sont dans le mauvais chemin tel qu'ils l'entendent. Donc là, on a la complexité de cette narration que je trouvais très intéressante dans ce film-là, et on a réellement, ce que je viens de dire, l'anti-héros ordinaire qui devient quasiment un héros malgré lui dans une histoire qu'on pourrait considérer comme ordinaire, mais qui est captivante parce que ça remet en question réellement les rouages de la société et la place de l'individu dans la société. Je vais m'arrêter là-dessus. Je continuerai avec le héros négatif. Alors lui, le héros négatif, je l'aime beaucoup celui-là. Tu vas voir où est-ce que je veux en venir tout de suite, mais le héros négatif qui est porteur de valeurs antisociales. C'est-à-dire que c'est un héros qui a la capacité d'être un héros ultra-héroïque, mais ça l'intéresse absolument pas. Il n'a aucune motivation à essayer d'aider autrui, il n'a aucune valeur morale non plus pour peut-être protéger la veuve et l'orphelin, à moins qu'il y soit contraint. Le héros que j'ai choisi, c'est Snake Plissken, dans celui-là. Ça, c'est un héros que j'aime vraiment beaucoup. C'est un de mes héros préférés, je te dirais, parfaitement incarné par Kurt Russell. Donc à la fois dans celui que je retiendrai plus, c'est Escape from New York en 1981, mais il y a eu aussi Escape from LA en 1996, qui sont tous les deux des films de John Carpenter. Le premier, donc c'est sur celui-là sur lequel je m'attarderai. Le deuxième étant une suite qui correspond un petit peu au premier. On reprend les mêmes thématiques. Donc le premier, John Carpenter, avec Kurt Russell, Adrienne Barbeau, Lynn Van Cleef, Ernest Borgnine et plein d'autres acteurs dans ce film-là, qui est d'après moi un film culte. Budget du film 6 millions et revenu à l'international 25 millions. On est en plein dans le cœur du sujet. On a un personnage qui veut absolument pas faire ce qu'on lui ordonne dans la narration, d'aller libérer un président des États-Unis dont il se fout royalement. Il n'a aucune motivation à le faire. On lui inocule du coup ce qu'on dit être une sorte de poison, qui finalement n'est pas le cas. Et il a un minuteur à sa montre et il a tant de temps pour aller sauver le président. Donc finalement, sa vie est en danger. C'est ça la motivation du personnage pour aller sauver le président des États-Unis, joué par Donald Pleasence. Là, on est en plein dans le anti-héros absolu. Le gars qui est un héros malgré lui, mais qui a des grandes qualités héroïques. Snake Plissken, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Évidemment, les dialogues, ça donne une excuse à avoir des dialogues exceptionnels. Le fait d'avoir un héros sans aucune motivation par rapport à la mission qui lui a été fixée. Un très grand film, honnêtement. Pour moi, c'est réellement, je le dis tout le temps dans mon top 5, mais top 20, top 40, peu importe. Mais pour moi, c'est un des meilleurs films que j'ai pu voir, parfaitement bien incarné par Kurt Russell, j'aime beaucoup. Au niveau des anecdotes de ce film-là, j'en ai toujours quelques-unes, je trouve ça toujours cool. Dans Escape from New York, la ville de New York, tu vas voir beaucoup d'arrière-plans. Et comme c'était souvent le cas à l'époque, c'était des arrière-plans qui étaient peints, littéralement peints par des gens, des sortes de gros tableaux qu'on va mettre en 3D, on va mettre le personnage en avant, et avec la magie du cinéma et de la caméra, on a l'impression qu'on est dans une grande perspective. Ces gros tableaux ont tous été récupérés pour Blade Runner en 1982. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool de le savoir. La voix dans Escape from New York que tu as au début, la voix narrative qui reprend un peu une voix d'ordinateur comme ça, qui calcule et qui compte tout et qui détermine pourquoi New York est devenue une prison gigantesque où il n'y a pas de règles au milieu. C'est la voix de Jamie Lee Curtis qui n'est pas créditée au générique. Elle a aidé juste John Carpenter parce que c'est un ami à John Carpenter. Donc j'aurais pu prendre, il y avait une autre anecdote aussi à un moment donné, il tournait dans des faubourgs d'une ville à la Nouvelle-Orléans. Et en fait, Kurt Russell est resté. Alors, parce que les faubourgs de cette ville-là, si tu veux, de la Nouvelle-Orléans, c'est dans les quartiers très déshérités où il y a beaucoup de ruines. Et Kurt Russell était allé chercher un café au coin de la rue tout en restant habillé dans son personnage de Snake Plissken. Il a rencontré une bande de malfrats de l'époque qui était très connue. Pas les Crips et les Bloods qu'on connaît à l'heure actuelle, mais quelque chose du genre pour te donner un petit peu une idée. Il a tout de suite identifié où je vais être dans l'embarras, mais il avait son faux pistolet, tout ça, tout était là. Et les gars ont eu peur de lui. Ils l'ont vu avec son eye patch et tout ça, puis ils ont vraiment eu peur de lui. Il s'en est sorti comme ça finalement. Il a juste rien dit, il est parti et les gars avaient peur de lui. Ils pensaient que c'était un gros criminel. Je trouvais ça vraiment cool. Donc, je trouve que peut-être un des meilleurs anti-héros pour moi qui existe
dans l'histoire du cinéma, Snake Plissken, qui a été repris d'ailleurs dans le jeu Metal Gear Solid, pas Metal Full Jacket, non, mais Metal Gear Solid. C'est le personnage principal, Snake, je pense qu'il s'appelle, est adapté de Snake Plissken. Donc c'est ça. Snake Plissken, Escape from LA, Escape from New York. Je continuerai avec le héros décevant, donc le héros qui a des qualités héroïques dont il ne fait absolument pas usage. Donc on est encore complètement dans le système de l'anti-héros. Pour exemple, j'ai pris One Flew Over the Cuckoo's Nest en 1975, Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman avec Jack Nicholson, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Louise Fletcher, notamment Louise Fletcher qui incarne parfaitement bien le rôle de cette infirmière qui est, mon Dieu, qui est quasi sadique, hein, on va dire. Quasi sadique, honnêtement. Budget du film 3 millions, revenu à l'international 108 millions, 8.7 sur 10 sur IMDb. Là, on est en plein dans le sujet que je viens d'entamer. On a vraiment un héros qui est purement égoïste, il a plein de qualités héroïques, il pourrait aider tous les gens qui sont dans cet hôpital psychiatrique, il le fait jamais dans la narration, parce qu'il s'en fout complètement. La seule chose le seul intérêt que le héros qui est joué par Jack Nicholson c'est son propre intérêt à lui, c'est tout. Jusqu'à la fin, où finalement il va s'opposer à cette infirmière qui est jouée par Louise Fletcher, et qui sourit jamais d'ailleurs. L'actrice en avait parlé à un moment donné, elle avait marre de jamais sourire et d'être tellement froide, donc à l'extérieur du tournage, parce qu'il restait beaucoup en personnage à l'extérieur hors champ, hein, en dehors des caméras quand ça filmait plus, et elle pétait des plombs à des moments donnés, elle sortait de son personnage et elle donnait plein de blagues et tout, parce qu'elle avait besoin de se changer les idées. Bref, on a réellement, voilà, à la fin du film, cette opposition entre le personnage joué par Jack Nicholson et celui joué par Louise Fletcher. Et là, Jack Nicholson décide finalement d'aider les autres patients, mais il décide d'aider les autres patients uniquement parce que ça va être l'instrument de sa propre vengeance. Donc, on est réellement dans le héros décevant. On suit quelqu'un qui n'a pas nécessairement ni une bonne personnalité, ni une bonne moralité, mais qui reste le héros de l'histoire qu'on doit suivre. Fait très intéressant dans ce film-là, c'est que ça se passe dans un hôpital psychiatrique. C'est quand même, ça se passe, il me semble, de mémoire, dans les années 60 ou quelque chose, 50 ou 60, je ne sais plus exactement, au niveau de la trame, bien que le film ait été tourné en 75, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir réellement l'univers des hôpitaux psychiatriques à l'époque, comment les patients étaient traités, et le manque de dignité qu'il pouvait y avoir dans ces hôpitaux-là, et réellement aussi le côté dictatorial d'une personne qui a les pleins pouvoirs sur d'autres êtres humains. Donc il y a ce côté-là dans le film qui est intéressant, mais le héros reste très décevant en effet. Petite anecdote sur ce film-là qui évidemment est un classique, la plupart des figurants que tu verras dans le film sont des vrais patients de l'hôpital psychiatrique. C'est quand même à noter. Autre anecdote aussi assez intéressant, Will Samson, qui joue le rôle, Samson ou Samson, je ne sais pas, qui joue le rôle de Chief Broden dans le film, en fait, ils l'ont embauché, le gars, il a commencé sa carrière d'acteur dans ce film-là. C'était un park ranger dans le coin, et quand ils ont commencé le tournage, ils avaient besoin de quelqu'un qui correspondait au profil de ce personnage-là. Ils n'ont trouvé que lui dans le coin, donc ils lui ont demandé s'il voulait jouer le rôle, et lui, il a tout bonnement accepté, il n'y a pas eu de souci. C'est un film qui a été... il a commencé sa carrière, il a qu'à changer de carrière carrément. C'est un film qui a été multiple Oscar, Oscar du meilleur film, de la meilleure actrice, du meilleur acteur, de la meilleure mise en scène, Oscar du meilleur scénario adapté. Car peut-être je finirai là-dessus, c'est un scénario adapté d'une nouvelle qui elle-même avait été adaptée en pièce de théâtre, dont la pièce de théâtre avait eu lieu à Broadway entre janvier 1963 et novembre 1964, et dont l'acteur qui jouait le rôle de Jack Nicholson à l'époque n'était autre que Kirk Douglas. Kirk Douglas avait racheté les droits de cette pièce de théâtre-là et voulait absolument en faire un film. Mais arrivé en 1975, il commençait à être vieux, il n'avait plus envie de participer au film, il devait avoir le premier rôle. Finalement, c'est son fils, Michael Douglas, qui a récupéré les droits et qui a produit ce film-là, dont Jack Nicholson a eu la vedette, finalement, du film, a eu le premier rôle. Donc, Vol au-dessus d'un nid de coucou pour un héros vraiment décevant.